Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, nous allons poursuivre l'interview de Luc Zbinden qui évoque le souvenir de son grand-père, Paul Zbinden, pasteur dans les Cévennes et grand défenseur des enfants et des familles juives réfugiées. D'autres historiens ont souvent comparé le paysage des Cévennes aux terres d'Israël, aux terres de Judée, et qu'on appelle d'ailleurs, certains ouvrages parlent des Cévennes comme étant le jardin d'Israël ou le petit Israël. Vous avez ici deux que je vous livre encore, d'Antoine Court et de pasteur Napoléon Perrat, qui les deux évoquent à la fois ce courage, cet ADN de résistance que l'on trouve dans les Cévennes, mais qui mettent en parallèle la géographie des Cévennes avec la géographie d'Israël. Et je vous cite ici ces quelques extraits qui parlent ici de cette région du Bas-Languedoc ou des Bas-Cévennes comme des montagnes de Juda, parlant même de la petite Canaan. Vient se greffer sur cette union entre Cévennes et peuple juif, union géographique, mais union spirituelle par le livre partagé, par la culture de l'Ancien Testament, culture de la Torah. Aussi ce foyer de résistance que représente et que porte l'âme cévenole. Vous connaissez bien sûr l'histoire de la guerre et de la révolte des Camisards, qui est une réponse extrêmement forte, solidaire, à une monarchie qui cherchait à briser le protestantisme. D'où ces deux images que je me suis permis de mettre en parallèle. À la fois une gravure représentant la persécution protestante, et une gravure, vous le savez, représentant ici l'évacuation du ghetto. Avec cette phrase de Patrick Abanel, qui résume parfaitement le lien et le rapprochement de ces deux cultures. Bien sûr, au cœur, l'Ancien Testament, mais aussi l'expérience partagée de la ségrégation, de la solitude sociale. On pense à l'affaire Calas, qui a touché une famille protestante, et qui résonne avec l'affaire Dreyfus un peu plus loin. Des surnoms moqueurs aussi, la violence d'État. Je pense aux galères, je pense aux dragonnades, à ces persécutions violentes, je pense à la clandestinité, je pense à ce qui a été appelé par les protestants la traversée du désert, le désert pendant lequel ils devaient se réunir en cachette dans des grottes, dans des clairières de la région. Et voilà donc que cette région doit connaître la même propagande, le même affichage sur les ruelles des villages et dans les ruelles des villages et des villes de Cévennes, cette propagande hostile, méprisante, insultante vis-à-vis de cette communauté. Mais de Pétain, de Vichy, et j'en tiens pour preuve cette lettre de mars 1941 où le pasteur Bögner s'adresse au rabbin Schwartz en affirmant cette solidarité du protestantisme vis-à-vis du judaïsme. Et les réfugiés eux-mêmes le savaient. J'ai trouvé ce témoignage d'une jeune fille réfugiée juive dans les Cévennes, et qui disait « Nous sentions que les protestants étaient pour nous ». Et même les services de renseignement français de l'époque étaient au courant de cette union sacrée et secrète entre juifs et protestants, lorsqu'ils disaient, dans un rapport, « La population qui dans cette région compte une grande majorité de protestants manifeste dans l'ensemble des sentiments fort nets en faveur des juifs ». Et sur ce terrain, dans ce paysage, que va grandir la famille Zbinden. Vous avez ici les 6 enfants de mon grand-père et de ma grand-mère, à côté de la maison dans laquelle ils ont vécu, le presbytère du temple de Saint-Jean-du-Gard. Avec Étienne, dont on verra dans un instant, Myriam, Jean-Jacques, Ruth, encore une de Ruth, Madeleine, les 2 tantes d'ailleurs qui m'ont conduit à déclencher cette enquête, mon père, Paul-François. Là qu'un jour, un petit garçon et sa mère vont arriver, un petit Peter Heller et sa mère Ingrid, vraisemblablement orientés sur ce village par un réseau de renseignements, leur conseillant de se rendre au fond de cette vallée
donc plus loin que Nîmes, plus loin qu'Anduze, dans ce petit village reculé de Saint-Jean-du-Gard, pour y trouver sûrement un refuge. Et leur premier refuge sera cette maison, la maison de Grandvigne, avec évidemment un accent allemand qui est mal perçu par cette population. On se demande si cette mère n'est pas peut-être ne travaille pas peut-être pour l'occupant, s'ils ne sont pas espions. Vous savez que les Cévennes étaient un des foyers de la résistance française et l'on se méfiait évidemment de ceux qui pourraient transmettre des informations à l'ennemi. Même si dans ces années-là, cette partie de la France est encore considérée zone libre. Zone libre qui permettra à Peter Heller de rejoindre l'école, le lycée, enfin le collège pour lui. Et dans cette école de Saint-Jean-du-Gard, il va bien sûr devoir essayer de trouver sa place, qui est difficile. Il a été déraciné, Peter, il peine à trouver des relais, et il s'inquiète de cela. Vous voyez ces photos de son enfance, où il a quitté un univers plutôt agréable, voire franchement cossu, pour se retrouver avec quelques habits dans une petite maison d'un village du sud de la France. Et drame supplémentaire est au traumatisme dont j'ai parlé plus tôt, le traumatisme de ce jeu des années 39, où il avait été pourchassé par un camarade armé d'un bâton, avec ce sale juif je t'aurai. Et voilà que cette scène va se répliquer dans cette cour d'école. Certes, la communauté cévenole était solidaire, mais les enfants sont parfois cruels. Et à chaque récréation, un jeune court après Peter Heller, avec certains de ses camarades, afin de lui baisser ses pantalons. Peter Heller est sûrement juif, c'est ce que l'on pense. On va donc vérifier s'il était circoncis. Et ce sont brimades et humiliations à répétition pour toutes les pauses. Jusqu'au jour où un garçon, un peu plus âgé, se lève. Il s'appelle Étienne et c'est Étienne Zbinden, mon oncle. Et il menace ses camarades d'école en leur disant qu'ils n'ont plus intérêt à s'approcher du petit Peter Heller. Sans ça, il leur cassera la figure. À midi, mon oncle rentre à la maison. Mon grand-père, c'est un petit village, a déjà entendu ce qui s'était passé à l'école et s'étonne de ce garçon qui a menacé ses camarades en pleine cour d'école. Et mon grand-père, pasteur, veut le réprimander. Et voilà la réponse d'Étienne, qui répond à mon grand-père, « Mais écoute, papa, tu nous as enseigné toujours le respect du peuple juif. Et tu nous as parlé de ce verset, cette parole donnée à Abraham, « Je bénirai ceux qui te bénissent. » Et tu nous as toujours encouragés à bénir ce peuple. C'est donc ce que j'ai fait. Ce petit garçon était en danger. Je l'ai protégé et je l'ai béni. Ce jour-là, mon grand-père n'a absolument rien dit. Peter continue de vivre auprès de la famille Zbinden. Il vient régulièrement passer des week-ends dans un petit maset que possède mon grand-père un peu plus loin dans les collines, le maset de Brion. Et là, il apprend à jardiner, à arroser les légumes avec mon grand-père. Et mon grand-père considère Peter comme un de ses propres enfants. Ce sont des images à la Pagnole, baignade, premiers amours d'enfance aussi. Mais voilà qu'un jour, tout va changer avec l'arrivée des troupes allemandes en zone libre et l'arrivée des Allemands à Saint-Jean-du-Gard. Avec la fin de la zone libre, c'est le début des menaces, de la crainte et des premières rafles dans cette région de France. Et dès la fin de l'été 42, fin du mois d'août 42, les rafles s'organisent à Nîmes, la première ville importante non loin de Saint-Jean-du-Gard, avec en 2 jours une 60aine de personnes qui sont sorties de leur appartement et de certaines cachettes et qui sont bien sûr livrées. Pour mon grand-père, cet événement sera l'élément déclencheur d'une nouvelle étape. Alors que Peter participait à la vie de famille jusque-là, alors que Ingrid vivait également à Saint-Jean-du-Gard, mon grand-père décide de leur trouver une cache, un refuge dans les montagnes, une bergerie, une jasse comme on l'appelle là-bas, et il trouve un berger, anarchiste d'ailleurs, un berger qui garde son troupeau de chèvres sur les collines. Et donc, il va demander à ce berger d'héberger le petit Peter et sa maman Ingrid. Mais il faut parfois descendre au village
pour trouver un peu à manger. Le régime alimentaire à base de chèvre et de lait de chèvre n'est pas toujours ce qu'il y a de plus équilibré. Et parfois, Peter descend au village. Il faut aussi réparer ses chaussures. Les chaussures qui ont des en carton et qui sont souvent très mal en point. Et il va rencontrer un cordonnier. Si vous avez en souvenir l'épisode connu par les cousines de Peter à leur sortie du camp, vous vous rappellerez que ce cordonnier qui avait pris soin des souliers du petit Peter n'était autre que celui qui sera envoyé quelque temps en Allemagne et qui va offrir un savon et offrir son vêtement aux cousines. Et ces cousines vont le retrouver quelque temps plus tard parce qu'après avoir été libérés du camp, les cousines vont apprendre que Peter se trouve à Saint-Jean-du-Gard, vont donc descendre à Saint-Jean-du-Gard, et c'est alors qu'elles sont dans le bureau de poste de Saint-Jean-du-Gard, qu'elles croisent de manière absolument inattendue l'homme qui leur avait offert du savon sur les chemins d'Allemagne. Descendre à Saint-Jean-du-Gard n'est pas toujours chose aisée pour Peter, et son épouse m'a raconté l'épisode où Peter, alors qu'il revenait du village, passe sur le pont, mais au même instant les troupes allemandes arrivent et tirent d'ailleurs sur un groupe de résistants qui s'étaient infiltrés. Et Peter n'a que quelques secondes pour se cacher, se glisser sous le pont, moment où il aurait pu être tué par une balle perdue ou peut-être arrêté, interrogé par les Allemands. Vous savez que, comme tout dictateur, Hitler a joué avec la carte de l'enfance et s'est positionné comme protecteur des enfants. Vous savez qu'il convenait comme tant d'autres dictateurs, de se laisser dessiner, parfois prendre en photo avec des enfants. Mais vous savez que ça n'était qu'un alibi, la réalité était tout autre. Les jeux étaient, depuis l'arrivée des lois antisémites, interdits aux enfants juifs. L'accès aux places de jeux était bien évidemment interdit, et cela bien avant la déportation. Et un événement va être déclencheur d'une autre séquence dans la vie de mon grand-père, c'est celui du 16 et 17 juillet 1942, la fameuse rafle du Veldiv. Vous savez quel a été l'effet désastreux de cette rafle. Et des enfants, bien sûr, ont été arrêtés, mais des enfants ont été protégés à Paris, cachés, parfois déposés dans une loge de concierge, remis parfois à des amis, enfermés parfois dans un grenier ou dans une cave, dans l'espoir qu'on vienne ensuite les aider. Et vous savez à quel point les réseaux d'aide clandestine, je pense à l'OSE et tant d'autres, ont pu sauver bon nombre d'enfants. Et c'est là qu'il faut se rappeler du petit carnet vert qui était l'étincelle de cette enquête et des écrits de mon grand-père dans ce carnet. Et vous avez ici l'intégralité des notes prises par mon grand-père alors qu'il travaillait sur le livre d'Esther. Et lorsqu'il dit « Comme chrétien, Dieu nous appelle pour un temps, pour une heure comme celle-ci à faire notre devoir », il le dit en 1937-38, et à prendre nos responsabilités sur le regard de Dieu. Dieu sait que les temps sont difficiles et la situation est grave. Ce qu'il avait dit, il l'a vécu avec les LR. Mais j'apprends ensuite une autre chose à son sujet. Mes tantes viennent vers moi un jour et me disent « Luc, on ne t'a peut-être pas dit que ton grand-père avait également protégé des enfants, qu'il faisait partie d'un réseau d'aide à des enfants juifs. » Là, j'étais abasourdi, je pensais avoir fait le tour de mon enquête avec l'histoire des LR, mais voilà que s'ouvrait un nouvel épisode. Mon grand-père, protégeant les enfants dans les trains, continue leur narration. Oui, notre père a pris beaucoup de risques, il allait chercher des enfants à Paris, avec un faux certificat médical, auprès d'un faux médecin d'ailleurs, et il revenait chaque fois avec 1 ou 2 enfants dans le train, et il était dans un réseau qui permettait à ses enfants ensuite de partir du côté de la frontière espagnole, ensuite du côté des États-Unis, ou parfois en Israël, ou en Palestine en fait à l'époque. Et le récit s'est fait encore plus précis. Et là, j'ai découvert une facette cachée de mon grand-père. Oui, ton grand-père était très au fait de la manière qu'avait la police et parfois la Gestapo de faire des contrôles dans le train. Le train s'arrêtait à un endroit précis, et les Allemands entraient de chaque côté du train, arrivaient jusqu'au centre du train pour les contrôles, et puis repartaient aux extrémités pour ressortir. Mon grand-père ayant remarqué cela, s'arrêtait toujours et se plaçait au milieu du train avec les enfants dont il avait la charge. Lorsque le train s'arrêtait pour le contrôle,
il descendait les enfants par les fenêtres, leur demandant de s'accrocher sous le train aux essieux. Ce que les enfants devaient faire. Une fois le contrôle effectué, les enfants revenaient dans le train et remontaient dans le train, et il pouvait ainsi les amener à bon port. Je ne sais combien d'enfants il a pu aider. Je suis toujours en train de chercher la trace de ces enfants à l'heure actuelle. J'ai envoyé bon nombre de messages aux quatre coins du monde, dans des maisons de retraite et autres, avec des photos de mon grand-père de cette époque. Mais mon grand-père, fonctionnant sous l'anonymat à l'époque, ses enfants étant très jeunes, je ne suis pas sûr de trouver un jour un de ces enfants survivants, en tout cas bénéficiaires de cette action absolument unique. 44-45, mes grands-parents vont quitter les Cévennes pour rejoindre la Suisse, traversant une rivière hivernale près de la frontière suisse, près d'Annemasse. Et là encore une anecdote intéressante, étonnante. Alors qu'ils avaient fait des demandes de visa auprès des autorités françaises, le passeport de ma grand-mère a été perdu. Ma grand-mère n'avait donc pas de pièce d'identité. Elle a quand même décidé de rejoindre la Suisse. Elle voulait absolument revoir ses enfants. Les 6 enfants avaient été placés dans des familles en Suisse. Et au moment où elle apprend que ses pièces d'identité, ce passeport a été perdu, ma grand-mère va avoir cette phrase, révélatrice aussi de ce même lien solidaire, de cette même alliance qui était celle de mon grand-père. Elle dira cela. Eh bien, tout ce que je peux espérer, c'est que mon passeport et que mes pièces d'identité puissent être utiles à une famille juive, afin qu'ils soient sauvés. Mes grands-parents arrivent donc à Genève. Ma grand-mère, sans pièces d'identité, va passer quelque temps dans un centre pour réfugiés, le camp de Champel ou le camp du bout du monde, un endroit extrêmement difficile pour elle, une expérience extrêmement traumatisante. Elle va vivre elle-même dans sa chair ce que veut dire le fait d'être mise à part, d'être aussi, de connaître une forme de ségrégation en tant que citoyenne suisse. Et que sont devenus les LR? Eh bien, les LR, bien sûr, ont pu voir arriver leurs cousines rescapées des camps. Et là encore se joue un épisode incroyable. J'apprends que les LR avaient offert à mon grand-père quelques partitions de Jean-Sébastien Bach, vraisemblablement ce qu'ils avaient pu sauver pendant la guerre. Et mon grand-père va donc utiliser ces partitions, les vendre pour obtenir de l'argent, et cet argent servira directement à la famille LR pour pouvoir payer des billets pour se rendre aux États-Unis, leur prochain objectif. Petite anecdote au passage, pendant longtemps, j'ai cru que les LR, comme bien d'autres, avaient pris le bateau pour les États-Unis. Et il y a de ça quelques temps en arrière, alors que je continuais mon enquête sur Internet, j'ai eu la chance de découvrir les billets de voyage de la famille LR, les billets nominatifs, et qui sont des billets d'avion. Et donc grâce à cela, j'ai pu identifier le vol, et j'ai pu identifier, grâce aux billets d'ailleurs, l'adresse des LR en France avant leur départ. Nous avions parlé, si vous vous rappelez précédemment, d'Albert Einstein, oncle Albert, comme l'appelait la famille. Et voilà, il réapparaît à ce moment-là. Et que je trouve une nouvelle lettre d'Albert Einstein, qui cette fois-ci, au moment où la famille LR, nous sommes en 1946, va rejoindre les États-Unis, prend sa plume encore une fois, pour la famille LR, demandant au service d'immigration de faciliter l'entrée de ses cousins sur le territoire américain. Quelque temps plus tard, Pierrot, dont vous avez ici une image, va trouver Albert Einstein sur le campus de l'université de Columbia, et puis ils vont se retrouver ensuite à Princeton, et ils vont échanger sur les questions d'antisémitisme. Et le lien entre Peter et Albert Einstein s'est vérifié par les nombreux échanges qu'il a eus avec ce cousin ou cet oncle, selon les degrés de la famille. Je tenais également à vous montrer une des premières peintures de Peter de Pierrot LR. Ce n'est autre que la gare de Saint-Jean-du-Gard. Et j'ai choisi cette peinture parce qu'elle est pour moi extrêmement évocatrice de cette destination, Saint-Jean-du-Gard, qui a été la porte du salut pour la famille LR. Ces rails qui se poursuivent dans le lointain, mais ces trains plus sombres, qui ont été aussi le train du traumatisme de la mort pour ses cousines, traumatisme qu'il a toujours habité. Vous avez sous les yeux aussi d'autres photos, bien sûr, Peter dans son atelier aux États-Unis, une photo prise par Peter de mon oncle avec des amis alors qu'il est en tournée aux États-Unis, et puis cette phrase récente, quelque temps avant la mort de Peter LR, qui montre à quel point l'Holocauste l'a habité, et l'Holocauste est venu imprégner tout l'art, art tourmenté,
blessé, ar, oui, où véritablement Peter doit se confronter à tout ce que sa famille a connu et qu'il a vécu lui-même de manière indirecte, mais dont l'impact a été absolument traumatisant. Et ces lettres. Je vous ai parlé des lettres que j'ai découvertes. Et bien parmi ces lettres, voici une, celle de Pierrot, écrite à mon grand-père, avec cette phrase intéressante: dans ces années terribles de France, durant lesquelles je n'avais que 6 amis, et ces 6 amis étaient les enfants Sbinden, étaient cette famille dans laquelle Pierrot s'était senti protégé, s'était senti adopté, pris sous l'aile de ce pasteur suisse, lui aussi, non pas en exil, mais dans un pays qui n'était pas le sien, dans la France, mais où il avait donné littéralement sa vie, son cœur et tout ce qu'il avait pour le salut de ce peuple qu'il aimait. Et puis, bien sûr, Marion est là. Et Marion, lorsqu'elle entend toute cette histoire et qu'elle redécouvre le destin de Paul Sbinden, va décider de rédiger une lettre et un dossier pour Yad Vashem, demandant la reconnaissance de Paul Sbinden comme juste parmi les nations. Titre qui n'aboutira pas, parce qu'il manque bien sûr de témoins directs, mais Marion décide à ce moment-là de témoigner de manière extrêmement claire de sa reconnaissance envers Paul Sbinden par une lettre qu'elle va lire et qui va me toucher profondément. Il y a de ça quelque temps, soucieux de marquer ce lien avec Israël, je prends contact avec des écoles et je cherche à mettre en lien mes élèves en Suisse avec des élèves israéliens, en pensant aussi que la meilleure manière de lutter contre le préjugé, c'est également de se connaître et d'échanger. Et je veux faire connaître aussi la culture juive à mes élèves suisses. Lorsque l'enseignante avec laquelle je suis en contact en Israël accepte, elle me pose inévitablement cette question: Luc, tu n'es pas juif, qu'est-ce qui t'a conduit à cet amour pour notre culture et notre pays? Et là, je ne savais que répondre. Et je lui dis que cet amour a toujours sommeillé en moi, et peut-être qu'il a été revitalisé par ce que j'ai découvert par mon grand-père. L'enseignante s'arrête et me dit: mais Luc, qu'est-ce que c'est que ce grand-père? Qu'a-t-il fait? Je résume brièvement la situation. Il a sauvé des juifs pendant la guerre. Et elle m'arrête: mais ton père est un héros. J'ai dit: non, c'est un pasteur humble, discret. Non, absolument pas. Mais oui, c'est un héros. Il faut absolument faire connaître cette histoire à notre école. Nous allons monter une exposition. Et voilà qu'en quelques mois, nous sommes en 2017, cette enseignante monte une exposition avec ses propres élèves. Parmi ses élèves, 2 garçons, touchés par l'histoire de mon grand-père, touchés par cette enquête familiale, touchés par cette marque d'alliance et de solidarité. Alors ils décident de réaliser un vidéoclip qui servira de générique à cette exposition. Cette histoire, vous l'avez comprise, trouve du sens par le fait qu'elle devient maintenant transmission de génération en génération. Et c'était pour moi un des cadeaux extraordinaires de mon enquête, de voir la jeune génération de lycéens israéliens s'emparer dans leur cœur et dans leur âme de cette histoire. Et j'ai compris que cette enquête prenait maintenant tout son sens parce qu'elle venait être prolongée et trouver une résonance nouvelle dans la génération qui se levait. Tant parmi la génération des non-juifs et qui comprennent à quel point il est temps maintenant de faire face à l'antisémitisme renaissant, que la génération des lycéens devant lesquels je me suis souvent exprimé en Israël et qui se sent accompagnée, qui se sent comprise par des actes comme celui-ci. Et cette exposition m'a permis de vivre une expérience formidable avec mon propre père. Lorsque l'exposition a eu lieu, j'ai proposé à mon père de venir. Mon père qui n'avait jamais entendu tout ce qu'avait fait son propre père. Et cette exposition en Israël a permis à mon père de se rendre pour la première fois dans ce lieu qu'il avait toujours voulu visiter, Israël, accompagné de son fils, moi-même, pour découvrir ce que son propre père avait fait et qu'il avait toujours ignoré. Luc va intervenir en région parisienne auprès de plusieurs écoles juives. Appel du pied pour l'école Yavneh de Marseille. Si vous m'écoutez, vous pouvez contacter Luc Sbinden, vous me contactez directement et je vous mettrai en rapport avec Luc pour qu'il puisse faire profiter de son enseignement toute la communauté estudiantine également de Marseille. Luc, je te remercie pour cette interview. On dit Be'atzlacha
Je sais que Luc se met à l'hébreu. Absolument, j'ai bien entendu, message reçu. Et c'était un véritable honneur que de participer à cette rencontre interview, Monique. L'engagement de mon grand-père est quelque chose que je continue de vivre au quotidien en me tenant aux côtés de ce peuple que j'aime face à une montée inquiétante de l'antisémitisme. Eh bien, ce peuple peut savoir qu'il peut compter sur des individus qui continueront de se tenir avec courage pour cette culture et ce peuple-là. Merci Luc. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.